Bonjour à tous, bienvenue sur Delirium pour cette nouvelle vidéo qui rejoint le cycle de la question du mal. Donc, je vous rappelle que j'avais fait une rapide propédeutique la dernière fois. Donc voilà la vidéo qui va traiter de deux questions principales qui peuvent vous intéresser. La première étant comment change-t-on d'époque, comment est-ce qu'on décide qu'on passe de l'Antiquité au Moyen-Âge ou du Moyen-Âge à la modernité. Et puis alors une question qui est aujourd'hui extrêmement polémique ou problématique, c'est comment est-ce qu'on décide qu'on est toujours dans cette première modernité ou bien au contraire qu'on est passé dans ce qu'on pourrait appeler une seconde modernité, ou ce que les tenants de l'enthousiasme pour changer d'époque appellent la post-modernité. C'est un terme un peu compliqué. La post-modernité, ça veut dire ce qui vient après, mais finalement sans le nommer. Donc ce serait un après-modernité. C'est un peu. Donc, voilà. Et puis on a des phénomènes comme le post-monothéisme, le post-humanisme. Enfin bon, finalement, ça devient une facilité qui permet de nommer tout ce qui est décadent selon un régime un peu facile. Voilà, un peu nouveau. Bon, peu importe. Donc comment est-ce qu'on change d'époque et comment est-ce que en philosophie du moins, ou sinon en philosophie, en pratique herméneutique, c'est-à-dire en analyse et en interprétation des phénomènes, des grands phénomènes de l'histoire des idées, comment est-ce qu'on change d'époque? Alors moi je vais vous proposer trois modalités, enfin une seule modalité, mais qui va se décliner selon trois fractures ou trois charnières pour ce changement d'époque. Donc on a d'abord, alors on va revenir rapidement, on a l'Antiquité, après on a le Moyen-Âge, et après on a la modernité. Donc l'Antiquité, on estime globalement qu'elle va alors ça dépend des gens, donc elle irait entre le 2 et le 6e siècle, c'est vraiment des grosses amplitudes, on va dire le 6e siècle. Après, le Moyen-Âge pourrait s'arrêter au 14e siècle, donc avec la Renaissance, et puis arrive la modernité qui commence, alors par exemple en littérature, donc après c'est ça aussi l'enjeu, c'est que ça change selon les disciplines que vous saisissez. En littérature, on parle de modernité. La première œuvre moderne, c'est le Don Quichotte de la Mancha, enfin Don Quichotte de la Manche, de la Mancha, voilà, de Miguel Cervantes, donc qui a écrit ou qui est publié en 1500, le premier, et le deuxième sera publié 10 à 15 ans plus tard. Donc on a bien comme ça des dates qui font charnière. On a la prise de Constantinople qui fait charnière aussi, qui permettrait ou la découverte du Nouveau Monde en 1492, qui tendent à donner des espèces de grandes fractures esthétiques ou politiques ou géopolitiques ou théologiques, etc. Enfin en fait il y a tout un tas de micro-dates comme ça qui parsèment la temporalité et qui pourraient tout à fait justifier les unes autant que les autres de se revendiquer le phénomène qui a donné naissance à l'époque suivante. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est pas nouveau, enfin c'est un tout petit peu nouveau bien sûr, ça n'a pas encore eu de publication universitaire, ça va en avoir, au sens où je vais m'occuper à défendre ce point de vue. Ce que je vais vous proposer, c'est de concevoir un modèle qui se fonde sur un sens. L'herméneutique, c'est l'étude des sens S-E-N-S, qui donne un sens à quelque chose. Super, j'ai tout et rien dit. Alors maintenant, on y va. Donc, c'est la question du télos, la fin première de tout phénomène, soit à l'échelle phylogénétique, c'est-à-dire sur la modélisation de la construction des sociétés, phylogénétique, soit à l'échelle ontogénétique, donc sur ce qui constitue ou ce qui construit les modalités de l'individu, de l'être, de l'essence. On a la déontologie, c'est la même chose appliquée à la sphère professionnelle. Ou à l'implication professionnelle. Donc en fait l'enjeu que je souhaite vous proposer, c'est qu'on a une époque qui donne une structure théologique, donc qui donne du télos, à sa civilisation, à sa société, et qui tout à coup, pour différentes raisons, je ne le ferai pas dans cette vidéo, ce sera une des prochaines vidéos sur la question du mal, s'effondre. C'est-à-dire que cette solution du télos, du téléologique, s'effondre et ne parvient plus à donner ce qu'elle donnait avant aux populations qui se sentaient concernées par ce télos. On a donc comme ça des époques qui font monter en puissance la réponse apportée par le modèle civilisationnel de son époque au télos, et puis ça s'effondre
alors de cet effondrement naît quelque chose d'autre, et puis ça s'effondre. Je vous signale, soit dit en passant, que c'est exactement ce que Mario Praz propose, comme il ne le nomme pas via le télos, comme enchaînement des phases romantiques et des phases classiques. On a des maturations classiques, et puis ça s'effondre, romantique. Donc c'est de la mort, de la décadence, de la destruction, et puis ça réémerge, on a du classique, et puis boum, ça s'effondre, romantique. Voilà, donc le cycle, oui, voilà, la culture sera comme ça au fil d'un cycle profond de décadence et d'apaisement, ou de naissance et de mort. Hein. Finalement, c'est un modèle qu'on connaît assez bien. Il faut que j'aille vite. Donc, Antiquité, Moyen-Âge, première modernité. Alors, le premier télos, c'est... alors, les télos, je propose qu'ils se fondent sur une conception du cosmos. Alors, le cosmos s'oppose à l'acosmou, enfin, à l'anticosmos, c'est-à-dire au chaos. Donc le cosmos, c'est pas l'univers, ça n'est pas non plus l'espace, c'est la conception, si vous voulez, théologique, philosophique, métaphysique, tout ce que vous voulez, qui régit la logique de l'univers. La logique de l'univers au sens phénoménologique du terme, c'est-à-dire, ce dont je vous ai parlé dans la première vidéo, dans la propédeutique, ce serait l'hyperstructure phénoménologique du réel. Donc ça intègre autant les aspects philosophiques que les aspects théologiques, que les aspects physiques de la nature. Alors de la nature de la physis, mais aussi de la physique expérimentale, de la physique de la chimie. Enfin voilà, c'est-à-dire que pour les Grecs, le cosmos c'était la totalité de l'univers, pas sensoriel, mais phénoménologique, donc manifesté. Donc pour les Grecs, c'était une immense sphère avec différentes strates, les différents cieux, avec le monde sublunaire, donc ce qui est au-dessus de la Terre et en dessous de la Lune, et puis le monde extralunaire, et puis les 7 ciels en dessous, avec les terres au-delà, etc. Enfin, il y a toute une structure comme ça, donc ça je vous invite à lire. Je vous invite à lire Aristote. Enfin, en un sens, c'est vraiment la structure métaphysique des Grecs. Donc le cosmos est une immense sphère qui a un moteur, qui a des moteurs, mais qui a un moteur premier, et puis la totalité se maintient comme ça. Et il faut que les hommes apportent par des rites et la répétition, ce que Blumenberg appelle la répétition paraphrastique du réel, de phrases rituelles qui permettent de maintenir par le contentement des dieux, et puis par déjà quelque chose qui n'est plus vraiment les dieux, mais une espèce de métaphysique du cosmos, on maintient la structure et la stabilité, la pérennité du réel, du cosmos. Ça, évidemment, ça va s'effondrer quand les chrétiens vont apporter leur modélisation, donc vers le IIe siècle, leur modélisation d'une dualité, c'est-à-dire qu'on va proposer le bien ou le mal, donc il y a une trajectoire linéaire. Donc ça c'est une reconfiguration du télos, si vous voulez. On déplace le cosmos sphérique vers quelque chose de linéaire avec, si vous voulez, une tige comme ça, et puis une alternative, le bien, donc le paradis, ou le mal, l'enfer. Donc évidemment, le bien et le paradis se construisent à partir de la conception du cosmos grec. Donc on a le paradis qui se retrouve dans les terres, dans un des 7 ciels, dans un des 7 cieux, où on a l'enfer qui se retrouve dans les Champs-Élysées, dans les souterrains de la Terre, etc. Donc, on pourrait étudier la dimension mythographique de cette perception de l'enfer et du ciel. C'est pas l'objet ici. L'objet, c'est que simplement l'humanité, l'être humain, l'individu, de façon très ontogénétique, chacun pour soi, va devoir en soi intégrer cette dualité et se vouer à quelque chose. Donc le télos c'est la question de la sotériologie, de la question du salut de l'âme. On va se mettre en quête de la grâce divine pour rattraper le péché originel. J'en ai un peu parlé dans la vidéo, que je viens de faire à propos du romantisme. Donc on a le péché originel qui oblige, qui force à reconquérir la grâce. Et donc la question de la grâce, donc faire l'effort ou non d'aller chercher la grâce, c'est se vouer à l'enfer ou se vouer au paradis. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ce qui est important, c'est qu'on passe d'une structure du cosmos qui est complètement sphérique, qui est autonome, autarcique, qui n'a besoin de rien, l'homme est juste là pour maintenir la pérennité, à ce coup-ci, le cosmos, ça devient le sens même de chaque individu. Et chaque individu va participer à la puissance du cosmos par le fait de nourrir les forces du bien ou nourrir les forces du mal. Donc, c'est un manichéisme assez évident, mais c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se déplace depuis quelque chose de sphérique vers quelque chose de linéaire.
Et puis alors, ce Moyen-Âge va s'effondrer, enfin ce télos, cette forme téléologique du Moyen-Âge va s'effondrer, avec plein de petits aspects, notamment parce que l'intelligence spéculative, on spécule sur la raison de Dieu, donc c'est la raison infinie, hein, nous sommes des raisons finies dans la conception théologique médiévale, donc à force de spéculer, la raison finie s'épuise contre l'immensité insaisissable de la raison infinie, donc la raison spéculative va s'effondrer au profit d'une intelligence calculatrice. On ne se met plus à spéculer sur des grands modèles théologiques, mais on va se mettre à calculer des petits modèles qui vont s'emboîter, et finalement c'est la naissance de la science, hein, vous l'aurez compris, et on va arrêter de saisir le grand système phénoménologique du réel pour saisir des petites parcelles et puis petit à petit reconstruire comme un puzzle l'immensité du cosmos, mais alors là du cosmos au sens très moderne du terme, avec l'univers, les trous noirs, les galaxies, la Lune et ce que vous voulez. Donc du coup, on a un déplacement du télos qui s'impose, c'est-à-dire que ça ne marche plus, on n'est plus entre les enfers ou le paradis. Je vous propose de façon vraiment très caricaturale, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, hein. Je suis en train de vous résumer 1800 ans de fracture philosophique, donc c'est en 3 étapes. Donc c'est évidemment plus compliqué que ça, mais l'idée c'est que la dualité d'une linéarité qui va ou bien ou au mal, définitivement c'est fini, s'arrête. Bon, ça s'effondre, et on a avec notamment le romantisme, donc je vous renvoie à la vidéo sur le romantisme, à partir du 16e, 17e siècle, on a la nécessité d'assumer que l'homme finalement n'est ni totalement bien ni totalement mal, et en fait est un électron libre qui va et vient entre les deux, et que le principe du télos humain, c'est d'assumer ou de parvenir à passer de l'un à l'autre sans trop de souffrance, donc à déchoir la chute, ou à s'élever, l'ascension, incessamment tout au long de sa vie, et donc d'assumer une part de mal, une part de diable et une part d'ange, pour prendre une formule tout à fait consumériste. Donc on a 3 modélisations de cosmos, le premier sphérique, le deuxième linéaire avec une chute définitive, et puis le troisième qui est si vous voulez, qui est une forme sinusoïdale, ce que j'appelle dans ma thèse le principe d'ambivalence. Il faudra peut-être que je le revoie parce que je suis en train de le travailler de toute façon, hein, comme principe de plurivalence, donc l'ambivalence qui alternerait entre ce que Baudelaire appelle une soif de monter en grade, avec un chiasme esthétique évident. On n'a pas soif d'aller vers Dieu, on a soif d'aller vers le diable, enfin, c'est sensuel la soif, donc on a soif de monter en grade pour Baudelaire, où on a une joie, donc la joie c'est la béatitude, c'est typiquement un terme consacré à Dieu, au contraire, donc on a la joie de descendre, donc vers l'animalité, la bestialité, la brutalité, etc. Alors que Dieu nous appelle, en tant que concept, en tant que métaphore, nous appelle à la pureté, à la spiritualité et à la mesure. Voilà, donc c'est ça le troisième mode téléologique. Alors est-ce qu'aujourd'hui on serait sorti de cette première modernité qui nous permettrait de construire à la fois la science à partir de l'intelligence calculatrice et en même temps de s'assumer en tant qu'être complexe et en tant qu'être difforme et pas en tant qu'être uniforme? Est-ce qu'on serait sorti de ça pour aller vers quelque chose d'autre? Il est très probable que oui, je pense que oui même, mais ça c'est vraiment pas l'objet dans cette vidéo. Voilà.